Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré aux 12 fantastiques avec SQL Server. Bonjour, je suis accompagné de Nadia, donc bonjour Nadia. Bonjour Adrien. Ensemble, nous avons pu voir trois piliers sur cette composante décisionnelle de Business Intelligence pour SQL Server 2012. Alors pour rappel, on avait vu tout ce qui était exploration rapide des données. On avait vu également comment l'IT pouvait gérer ces données-là et également comment on pouvait intégrer, nettoyer les données. Maintenant qu'on sait ce qu'on peut faire avec ces données, comment on peut les analyser, etc., il nous faut peut-être des machines, il nous faut peut-être des environnements pour pouvoir exploiter ces données. Donc Nadia, je te propose de nous en dire un peu plus sur toutes les solutions qui sont à notre disposition. Oui, tout à fait. Donc, le dernier pilier, la dernière brique du pilier BI s'intéresse justement aux solutions de data warehousing et d'analyse que l'on peut mettre à votre disposition. Donc, on va voir différentes options qui s'offrent à vous. Ces options, on verra qu'il y a vraiment une flexibilité des choix qui dépend aussi bien de du volume de données que vous allez avoir à gérer, du budget que vous avez et surtout du type d'application que vous voulez mettre par-dessus. On verra qu'on a des solutions qui sont évolutives, donc ça veut dire que je vais pouvoir, si je grossis au fil du temps, faire évoluer ma solution pour faire grossir mes machines. Et puis on terminera, puisque c'est la dernière brique BI, par un petit rappel sur justement le fait qu'on a une solution complète BI avec Microsoft, et donc qui vous permet vraiment de bout en bout de gérer un projet BI. D'accord. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet quant aux choix et aux options de déploiement d'entrepôts de données que vous avez à votre disposition. Donc comme vous voyez sur la slide, on va s'intéresser essentiellement à quatre piliers de cette solution. Le premier, c'est tout ce qui tourne autour de l'autoconstruction. Donc son nom l'indique, ça veut dire que c'est vous qui achetez les machines, c'est vous qui installez les machines, c'est vous qui configurez ces machines. On verra quand vous avez aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les architectures de référence. Donc on viendra dessus un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et puis on a aussi ce qu'on appelle les appliances. Donc l'idée aujourd'hui, c'est justement de vous donner un petit peu dans quel cas utiliser quel type d'option en fonction de vos contraintes et en fonction de vos besoins. Et puis qui vous permettra à vous après de pouvoir choisir telle ou telle option. Donc on va commencer par l'autoconstruction. Donc l'autoconstruction, comme je le disais tout à l'heure et comme son nom l'indique, c'est vous qui choisissez la machine chez le revendeur de hardware que vous souhaitez. Ça veut dire que c'est vous qui allez monter la machine, c'est vous qui allez la configurer, aussi bien au niveau disque qu'au niveau réseau. Et une fois que vous aurez installé, configuré votre machine, eh bien vous allez derrière déployer les solutions, une solution SQL Server ou une solution de data warehousing dessus. Donc, au niveau de la quantité de données qu'on va pouvoir stocker, bien ça dépend de vous et ça dépendra de la machine que vous aurez pris. Et donc, du coup, vous pouvez gérer jusqu'à des dizaines de téraoctets puisque chez tous les constructeurs, et là, vous avez la souplesse d'utiliser n'importe quel constructeur de hardware que vous voulez, d'utiliser le constructeur qui vous va le mieux par rapport à vos besoins et à vos attentes. Avec SQL Server 2012, sachez qu'on peut monter jusqu'à 256 cœurs, logique. Donc, ça veut dire que voilà, vous avez vraiment la possibilité de prendre des grosses machines. Et puis, le partitionnement est là. Ça veut dire que si vous avez des gros volumes de données à traiter, eh bien, vous pouvez aller créer jusqu'à 15 000 partitions. Et donc, du coup, ça vous permet vraiment, grâce à ces partitions, de gagner en performance parce que vous allez aller derrière séparer et cantonner vos données actives par rapport aux données qui auraient été archivées. Donc, ça, c'est la première méthodologie d'option de déploiement. Donc, tu fais tout de A à Z. C'est assez consommateur quelque part en termes de temps. De sizer, etc. Oui, tout à fait. Effectivement, ça prend du temps puisqu'effectivement, on fait tout de bout en bout. Il faut avoir toutes les équipes. Il faut être sûr de bien tuner son matériel. Et donc, c'est pour ça que si vous ne voulez pas avoir à faire ce travail-là, que vous ne voulez pas avoir à tuner le matériel que vous allez acheter, eh bien, la deuxième option qui s'offre à vous, justement, c'est ce qu'on appelle les architectures de référence. Et donc, vous avez une architecture de référence qui s'appelle le Fast Track Data Warehouse. Et qu'est-ce qu'une architecture de référence? Une architecture de référence, c'est une machine que vous allez acheter qui va être préconfigurée au niveau réseau, au niveau sous-système disque. Donc, elle va être déjà pré-tunée et pré-optimisée pour derrière recevoir une base de données et un data warehouse.
Donc ce matériel, vous allez l'acheter chez les 11 fournisseurs de matériel accrédités à vendre ce type de matériel. Donc bien sûr, tous les gros constructeurs du marché sont là, HP, Dell, Bull, IBM, EMC, on ne va pas tous les citer, mais les 11 fournisseurs de matériel peuvent vous fournir ce type de solution. Elles sont disponibles elles viennent avec leur sous-système disque, avec leur réseau. Vous n'avez juste qu'à demander, voilà, je veux avoir à gérer autant de téraoctets de données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les architectures fast track, vous pouvez monter jusqu'à 80 téraoctets de données pour vos data warehouse. Donc, vous avez vraiment une machine qui est quand même prête à l'emploi. Du coup, il y a une machine qui est vraiment cohérente dans tout ce qui est réglage matériel. Oui, tout à fait. Donc, tout ce réglage matériel est fait, préconfiguré. Pour la partie installation de logiciels, là, ça sera à vous de suivre des règles, puisque quand on parle d'architecture de référence, en fait, on vous fournit un document de best practice qui vous donne les règles d'installation de votre logiciel, SQL Server, Analysis Services, toutes les briques dont vous allez avoir besoin pour créer et gérer votre data warehouse. Donc, très bien, il y avait cette solution. Cette fois-ci, moi, j'ai envie d'aller encore plus vite, de déployer plus vite, de proposer une architecture plus rapidement. Comment je peux faire? Eh bien, tout à fait, Adrien. Pour les personnes qui veulent vraiment ne rien faire côté installation, aussi bien côté matériel que côté logiciel, pour ça, il existe ce qu'on appelle des appliances, puisque une appliance, c'est une machine préconfigurée, prête à l'emploi, qui arrive pré-tunée côté hardware, donc ça veut dire que le sous-système disque est pré-réglé, pré-tuné, que le réseau est pré-réglé, pré-tuné, et aussi que le logiciel, pour le coup, est déjà installé. SQL Server, les briques BI peuvent être installées en fonction de votre besoin et en fonction de la demande que vous allez faire auprès de votre fournisseur de hardware. Il existe donc la première appliance dont on peut parler, c'est une appliance qui permet de gérer jusqu'à 5 téraoctets de données, disponible chez HP, et donc qui va vous permettre justement d'avoir des processeurs optimisés pour la partie data warehousing. C'est une solution qui est de type SMP, donc ça veut dire que vous avez plusieurs processeurs et donc du coup vous allez pouvoir bénéficier et augmenter la capacité processeur en fonction de vos besoins. D'accord, donc il y a des appliances qui sont plus orientées, on va dire, transactionnelles au LTP et d'autres appliances qui sont plus orientées pour la business intelligence. Pour la partie consolidation, il existe une appliance qui s'appelle la Database Consolidation Appliance, qui est une appliance qui arrive à base de Windows Server, System Center, Hyper-V et SQL Server, qui va permettre en fait de pouvoir avoir son système de consolidation avec un provisionnement de machines virtuelles à la demande. Donc une appliance plutôt à but de consolidation de serveurs. On a parlé des SQL Server. Moi, si je ne connais absolument pas SharePoint, parce que j'ai vu qu'on pouvait faire des choses super avec SharePoint, est-ce qu'on doit quand même installer SharePoint sur des appliances BI, par exemple? Eh bien non, puisque si on prend par exemple la Business Decision Appliance, qui est une appliance BI, elle arrive avec SharePoint et avec Office. Donc tout de préinstallé. Tout de préinstallé. Toute la stack BI, du moteur SQL en passant par les moteurs d'analyse, les moteurs de gestion de la qualité des données, toutes ces briques, le module SSIS, SharePoint et Office sont préinstallés dans la Business Decision Appliance. Pour la gestion des gros data warehouse, puisqu'on a vu tout à l'heure que l'appliance qu'on a vu précédemment, qui était l'appliance data warehouse professionnelle, pouvait aller jusqu'à 5 Tera. Si vous avez à gérer plusieurs centaines de téraoctets, eh bien il existe une appliance pour ça, qui s'appelle la Parallel Data Warehouse Appliance, donc son petit nom c'est PDW. C'est une appliance qui, elle, pour le coup, est de type MPP, donc on a vu tout à l'heure que l'appliance précédente était plutôt du type SMP. Là, c'est une appliance de type MPP, c'est-à-dire que c'est du massivement parallèle. Ça veut dire que je vais plutôt faire du scale-out. Je vais pouvoir rajouter des machines supplémentaires pour faire augmenter mon architecture parce que je vais avoir de plus en plus de données à traiter. Donc, la Parallel Data Warehouse Appliance, elle est disponible chez HP et chez Dell. Elle peut aller jusqu'à 600 téraoctets, voire plus au niveau du stockage des données. Elle embarque bien sûr toutes les briques SQL Server et les briques BI, préconfigurées, préinstallées, pré-tunées. Donc c'est vraiment une appliance clé en main. Vous n'avez juste, vous, qu'à venir avec votre application et puis derrière aller installer les applications qui correspondent à vos besoins. D'accord. Bon, merci Nadia pour la présentation de toutes ces machines, de tous ces serveurs, etc.
Du coup, ce que je te propose, c'est de faire un petit résumé sur tout ce qu'on a vu sur cet épisode-là, enfin, et surtout sur les 3 précédents sur la partie BI. Si tu pouvais essayer de résumer en quelques minutes justement le contenu de ces 3 épisodes. Oui, tout à fait. Donc, avec Adrien, on vous a présenté durant ces 4 derniers épisodes les 4 piliers BI. Et donc, vous voyez sur la slide qu'avec SQL Server, vous avez vraiment une solution BI qui peut être de bout en bout. Vous voyez ici qu'en bas, vous avez toutes les sources de données que vous pouvez utiliser et auxquelles SQL Server peut se connecter. Vous avez bien sûr SQL Server et les briques SQL Server pour avoir une plateforme de base de données et une plateforme BI. Donc on va retrouver tous les modules qu'on a vus, le module d'analyse, le module de la gestion de la qualité des données, le module de Master Data Management, le module bien sûr d'intégration des données, Integration Services. On gère tout le cycle de vie de la donnée avec un seul produit. Exactement. Grâce à SQL Server et toutes les autres briques BI qu'on a vues, que ce soit SharePoint ou Office, vous avez vraiment une solution BI qui est très complète et complètement intégrée. Comme vous le voyez sur la slide, vous avez toutes les sources de données auxquelles SQL Server pourra se connecter. Vous avez toutes les briques BI ici centrales, que ce soit le moteur d'analyse, bien sûr le moteur relationnel, les modules de gestion de la qualité des données, le référentiel de données, le module de reporting et bien sûr le module d'intégration, qui va vous permettre de pouvoir traiter la donnée du moment où elle arrive sur le système transactionnel, donc dans vos systèmes OLTP, jusqu'au moment où vous allez la stocker sur vos systèmes décisionnels. Même la partie hardware, c'est peut-être quelque chose aussi que vous pouvez utiliser par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans la session. Et puis côté client, eh bien, en fait, vous avez plusieurs possibilités à vous. Soit vous utilisez des clients du type Office, donc ça veut dire Excel, on vous l'a beaucoup montré, on a fait beaucoup de démonstrations sur le sujet. SharePoint, bien sûr, pour le portail collaboratif, et aussi pouvoir créer des tableaux de bord au travers de SharePoint. Et donc bien sûr Power Pivot, Power View, qui sont des outils qui vous permettent et qui permettront aux clients de pouvoir créer et consulter leur dashboard et leurs rapports au quotidien. Donc du coup, on a pu voir qu'on gère tout le cycle de la donnée dans un seul produit. Tout à fait. Donc sans surcoût supplémentaire quelque part, et que concernant les outils pour le décisionnel pour les utilisateurs, ça peut très bien être personnel comme un partage organisationnel. On va pouvoir échanger, partager, on va pouvoir faire du décisionnel en équipe. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais juste nous faire, pour finir justement sur ce pilier-là, nous faire une petite démonstration sur Power View, Power Pivot, une petite dernière ? Oui, tout à fait. On va vous faire une petite démonstration pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu durant ces quatre épisodes et vous montrer qu'effectivement, vous pouvez partir d'un fichier Excel qui contient certaines données et puis derrière aller prendre ce fichier Excel, l'importer dans votre data warehouse et puis après derrière pouvoir l'exploiter parce que justement vous voulez bénéficier de la puissance du data warehouse pour faire des rapports beaucoup plus optimum. Donc pour cette démonstration, ce qu'on va faire, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on va lancer Excel. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un rapport qui existe déjà, qui est un rapport sur l'évolution des ventes. Donc c'est un rapport Power Pivot. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les données à partir desquelles ont été faits ce rapport. Donc je vais lancer la fenêtre Power Pivot. Donc je vais arriver sur mon Power Pivot, donc comme vous l'avez déjà vu durant toutes ces sessions et comme vous l'a aussi montré Adrien dans des sessions précédentes, je suis ici dans mon Power Pivot, je retrouve un modèle tabulaire. Ce qu'on va faire, c'est que ici, en fait, le but c'est de faire l'analyse des ventes et puis par continent. Et par pays. Et puis ce qu'on voudrait aussi avoir, ce que voudrait avoir le commercial, c'est combien de ventes j'ai fait sur mes différents continents. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rajouter ici au niveau de la colonne montant des ventes, je vais me rajouter le total des ventes. Comme ça va me permettre de retrouver ce total à différents endroits de mon rapport. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir me créer un nouveau rapport qui va aller exploiter ces informations-là. Donc je vais ouvrir une nouvelle feuille Excel qui va pointer sur mon modèle Power Pivot. Je vais créer un tableau croisé dynamique. Et pour ce tableau croisé dynamique, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, les différents continents. Donc on a l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Ce qu'on va prendre, c'est qu'on va regarder combien de ventes j'ai fait
dans chacun de ces continents-là. Et puis, bien sûr, indépendamment du nombre de ventes que j'ai fait, ce qui est aussi intéressant d'avoir, c'est combien j'ai vendu dans chacun des pays. Donc, vous voyez qu'ici, on a un drill down, d'accord, qui va me permettre de descendre dans chaque pays de chaque continent. Et puis ici, je m'aperçois que au niveau du nombre de ventes que j'ai fait, en tout, sur ces 3 continents-là, je vois que j'ai fait que 2 millions de ventes. Donc, ce qui me paraît pas beaucoup, parce que effectivement, quand ce rapport a été fait, en fait, on a filtré au niveau du modèle de données Power Pivot, on a filtré pour n'avoir que le dernier quarter de l'année 2004. Donc ça a été géré par l'IT. Ça a été géré par l'IT ou par l'utilisateur qui a créé son rapport Power Pivot. Donc du coup, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est que pour tous les pays de tous les continents, je voudrais savoir comment se sont comportées les ventes. Et donc, plutôt que de rapatrier dans ma feuille Excel l'ensemble des données de toutes ces années qui sont passées sur tous les quarters, sur tous les continents, et bien ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de profiter des moteurs d'analyse qui sont eux gérés par l'IT, qui sont eux sur des serveurs puissants, probablement peut-être des parallèles data warehouse, probablement des appliances, et je vais aller importer ce modèle de données et je vais demander justement à ce que dans cette source de données, plutôt qu'elle ne gère qu'un seul quarter, qu'elle gère l'ensemble des quarters sur l'ensemble des années qui sont stockées dans mon modèle de données. Donc du coup, je suppose qu'on ne va pas le faire sous Excel, ça. On ne va pas le faire sous Excel parce que ça va faire du monde à rapatrier. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est que justement pour montrer qu'on est vraiment de bout en bout, c'est qu'on va aller lancer le Management Studio et on va aller se connecter à un moteur d'analyse, Analysis Services. Donc là, du coup, on va être côté serveur. Je vais me connecter à un modèle tabulaire. Donc ça veut dire que c'est un Analysis Services en mode tabulaire. Et puisque je ne veux pas avoir à recréer le modèle de zéro, ce que je vais faire, c'est que je vais restaurer mon fichier Excel. Donc vous allez voir que dans mon outil d'administration SQL côté serveur, je vais pouvoir lui donner en paramètre le fichier Excel qu'on a ouvert tout à l'heure. Donc il est là, le contososales.xls. Je vais le restaurer. Je vais l'associer à une base de données que va me créer du coup l'outil de restauration. On va l'appeler Contososales Model. Et donc du coup, je vais me retrouver avec une base de données tabulaire qui va être en fait à l'image et au niveau du modèle de données à l'identique de ce que j'avais dans mon fichier Excel. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va aller changer la connexion et surtout le filtre qui avait été mis initialement dans le fichier Excel. Donc, je vais me reconnecter sur ma table des ventes. Je vais éditer les filtres et les partitions qui étaient. Donc, si je vous montre un petit peu le filtre qui avait été mis, on voit ici que le calendar quarter qui existait, c'était 2009-4, c'est-à-dire qu'en gros, c'est Q4 de l'année 2009. C'est comme ça que ça a été stocké en base de données. Donc, ce que je vais faire moi, c'est que je vais rajouter une nouvelle partition, donc que j'ai appelée Holder Quarter, dans lequel je vais lui demander de me mettre tous les quarters, hormis celui de 2004, le Q4 de 2009, parce que je l'avais déjà. Donc vous voyez qu'ici, on rajoute le calendar quarter différent de celui qu'on avait déjà, parce qu'on l'a déjà. On va le sélectionner et puis on va le processer. Donc ça va me permettre du coup, au moment où je vais processer cette partition-là, d'aller chercher les données dans le système source, qui sont probablement peut-être dans un système relationnel ou dans un cube, et je vais me les ramener dans mon modèle Analysis Services côté serveur. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais créer un rapport par rapport à ces données-là. Et pour changer d'outil, pour montrer vraiment qu'on peut faire les choses de bout en bout, je vais plutôt faire un rapport Power View. Donc, je vais aller sur mon site SharePoint et pour pouvoir faire un rapport Power View, je vais d'abord me créer une source de données. Et cette source de données, ça va être une source qui va pointer sur le modèle Analysis Service que l'on vient de créer. Donc, je vais me créer une source de données de type BISM. Adrien, vous en avez parlé durant le dernier épisode, donc le modèle sémantique unifié de type tabulaire, là pour le coup. Donc, je me crée une source de données qui va pointer sur, ici on voit le serveur Analysis Services que je viens de vous montrer. On va se connecter. Une fois que j'ai créé ça, il m'a créé ma source de données. Il ne me reste plus qu'à ouvrir Power View. Donc là, vous voyez, je suis dans mon Power View et je retrouve mon modèle de données sur la droite. Et à partir de maintenant, je vais me reconstituer le rapport, là pour le coup, côté Power View, pour avoir en fait l'état de mes ventes pour l'ensemble des quarters sur l'ensemble de mes continents. Donc, on va prendre dans la table géographie, on va prendre les continents. Donc, on retrouve tous les continents avec l'ensemble des pays. On va prendre la somme des ventes
pour chacun de mes pays. Et puis tout à l'heure, on s'était fié par rapport au nombre de ventes qui ont été faites. C'est là où on en avait vu qu'on n'en avait que 2 millions. Et donc du coup, on s'est dit 2 millions de ventes sur l'ensemble de mes années, c'était qu'un seul quarter. Donc là, on va voir qu'on en a vraiment beaucoup plus, parce que je suis plutôt dans les 27 millions. Donc correspond au nombre de quarters que j'ai en base de données. Et donc du coup, vous voyez qu'ici, je peux me créer mon rapport Power View grâce aux données qui sont issues de mon modèle BISM qui lui-même est issu d'un fichier Excel. Donc voilà pour la démonstration qu'on voulait vous faire. Donc vous voyez que c'est vraiment une solution de bout en bout et tu vois Adrien qu'effectivement avec SQL Server on peut vraiment tout gérer et avoir maîtrise du début jusqu'au moment où je restitue mon rapport pour mes utilisateurs finaux. Merci Nadia pour la démonstration. Ce que je te propose, c'est de repasser sur les slides pour justement clôturer quelque part ce dernier pilier dédié au décisionnel. Donc pour rappel, le décisionnel, on a vu la partie pour venir explorer des données rapidement, comment ça se passe d'un point de vue IT, comment ça se passe d'un point de vue intégration des données, nettoyage des données, etc. Et comment ça se passe si on souhaite acquérir une nouvelle machine. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder la slide sur justement où est-ce qu'on en est par rapport à nos 12 fantastiques. On avait commencé avec les plateformes pour les applications critiques, on avait continué sur l'analyse en profondeur avec tout le décisionnel et on va s'intéresser sur les 4 prochains, sur tout ce qui est le cloud, comment SQL Server 2012 peut s'intégrer avec le cloud. Merci Nadia. Merci Adrien. Et on vous donne rendez-vous bientôt pour suivre les 4 derniers épisodes consacrés au cloud. Merci, au revoir.